On débute maintenant avec notre première présentatrice. Il s'agit de Mme Stéphanie Pellerin. Bonjour tout le monde. Juste pour commencer, vous dire que moi, je ne suis pas ici pour prendre position, effectivement. On m'a demandé, mon mandat était de vous présenter c'est quoi des milieux humides et à quoi ça sert, pour vous-même vous faire votre opinion. Évidemment, je donne un cours universitaire de 45 heures sur les milieux humides. Aujourd'hui, j'ai 20 minutes, donc on s'entend que ça va être relativement synthétisé. Donc, pour la plupart des mortels, quand on parle de milieux humides, et je pense que pour plusieurs de nos élus, quand on parle de milieux humides, c'est des lieux infestés d'insectes, désagréables, des swamps, des milieux où ça pue, c'est dangereux, ça propage des maladies. C'est ça, mais ce n'est pas que ça. Et donc, juste pour faire un peu une définition relativement simple de ce qu'est un milieu humide, en gros, ce sont des écosystèmes qui peuvent être d'origine naturelle ou anthropique et qui, en fait, ce qui les distingue d'une forêt ou d'un autre type d'écosystème, c'est la présence d'eau. Cette eau-là, elle peut être courante, elle peut être stagnante, salée, saumâtre, n'importe quelle sorte d'eau. Elle peut être là de façon permanente ou temporaire, mais ce qui est important, c'est que l'eau qui est présente dans l'écosystème va être là suffisamment de temps pour engendrer des changements dans les sols et dans la végétation. Donc, ça se pourrait, par exemple, que beaucoup sur la rive sud, vous vous promenez dans un milieu humide puis vous dites « il n'y a pas d'eau ». Oui, il n'y a pas d'eau, mais si vous venez au printemps, il va en avoir et elle est là pendant un certain temps, ce qui fait que le sol va développer certaines caractéristiques. Au Québec, on a 5 grands types de milieux humides. Si vous voyez en haut à gauche, ce sont par exemple ce qu'on appelle les eaux peu profondes, des étangs. C'est des petits plans d'eau généralement qui vont avoir moins de 2 mètres de colonne d'eau. En haut à droite, à votre droite, ce sont les marécages. Ce sont souvent, c'est pas toujours, mais ils vont être en bordure d'une rivière et sont caractérisés par la présence d'arbres. En bas à gauche, vous avez les marais. C'est un peu le même type que des marécages, mais ils se distinguent par la présence d'une végétation herbacée. Donc, on trouve peu ou pas d'arbres dans les marais. Et c'est, contrairement aux marécages qui sont généralement issus d'inondations saisonnières, les marais, c'est généralement des inondations journalières. Par exemple, ça change à tous les jours, des marais, par exemple, de marée. Et en fait, au centre et en bas à droite, vous avez, c'est des sites qu'on n'a pas, par exemple, dans le site de Nordvolt. Ce sont des tourbières, ce sont des écosystèmes avec des sols organiques. Et donc, on a 2 types de tourbières, un qui est plus riche, qui a plus d'éléments nutritifs, et l'autre qui est plus pauvre, comme celui où on voit la Sarracénie. Le Québec, on ne vous le mentira pas, le Québec, c'est une province qui est riche en milieux humides. On estime qu'environ 12,5 % du territoire terrestre de la province est constitué de milieux humides, essentiellement dans les régions boréales, et que 85 % de ces milieux humides-là sont des tourbières. Vous voyez, la carte en gauche, ça représente, plus la couleur tire vers le rouge, plus on a de milieux humides dans le territoire. Et on voit, par exemple, tout autour de l'Abitibi, si on prend un certain territoire, on a au-dessus de 50 % du territoire qui est constitué de milieux humides. Et plus on va vers le sud, on tourne plutôt dans la région entre 11 et 20 % de milieux humides. Par contre, il y a des grandes inégalités régionales. Et ici, je vous ai simplement mis la région des Basses-Terres du Saint-Laurent. Et si on regarde plus spécifiquement à Montérégie, en Montérégie, il ne reste que 5 % du territoire qui est constitué de milieux humides. Et si on regarde encore plus précis, la vallée du Richelieu, donc ici, on parle de 1,5 % du territoire qui est constitué de milieux humides. Et de ce 1,5 % dans la vallée du Richelieu, 7 % est perturbé, minimalement. Et régionalement, on parle de 20 % des milieux humides qui sont perturbés. Donc, on parle de 1,5 % de milieux humides qui est un résidu
dans les 60 et 80 de milieux humides qu'on avait auparavant. Donc, des grandes inégalités régionales. Une des questions qu'on se fait souvent poser, mais à quoi ça sert un milieu humide à part à avoir des petites grenouilles qui écœurent à peu près tout le monde? Bien, ça a plusieurs fonctions et services, les milieux humides. Évidemment, je vais en citer que quelques-unes. Si on regarde, en fait, un milieu humide, peu importe qu'il soit d'origine naturelle, qu'il soit d'origine anthropique, qu'il soit perturbé ou non, qu'il soit contaminé ou non, a des rôles essentiellement dans le cycle de l'eau, dans le cycle hydrologique. On parle entre autres du contrôle des érosions. Un milieu humide en bordure des cours d'eau va empêcher ou va limiter l'érosion des berges. Ce sont aussi des réservoirs d'eau, donc ça permet une infiltration de l'eau dans les sols vers la nappe phréatique. Il y a de la récréation, le nombre de personnes qui vont voir des oiseaux dans les milieux humides. Et ce sont aussi des pouponnières pour les poissons, donc ça soutient la pêche. Ce sont notamment les tourbières, ce sont des grands réservoirs de carbone. Si je dis, c'est quoi le plus grand réservoir de carbone au monde? Probablement que la majorité d'entre vous, vous allez me dire la forêt tropicale ou c'est pas vrai. Les tourbières, c'est le plus grand stock de carbone au monde. Au moins 30 du carbone terrestre est accumulé dans les sols des tourbières. Ce sont des sites très diversifiés, donc une faune, une flore qui se distingue de la végétation environnante. Par exemple, si je vais en forêt boréale, la végétation que je retrouve dans les milieux humides est assez similaire à ce que je retrouve dans la forêt. Par contre, ici, dans la région, la végétation que je retrouve dans les milieux humides, je ne la retrouve pas dans les forêts régionales. Et donc, ça augmente de beaucoup la biodiversité régionale. En ville, on parle d'îlots de fraîcheur, ça diminue les températures, ça permet la gestion des eaux pluviales en réglant les quantités d'eau qui rentrent et qui sortent, ou le temps que l'eau prend à circuler dans un milieu humide est beaucoup plus lent que le temps que l'eau circule dans un sol minéral, entre autres. Donc, ça permet de faire la gestion des eaux pluviales et c'est montré aussi pour la santé et le bien-être. Juste vous donner un exemple. Aux États-Unis, on a estimé qu'annuellement, la présence de milieux humides le long des forêts, ça réduit de 16 % les coûts des dommages liés aux inondations. Je ne sais pas s'il y en a qui habitaient près de la rivière Richelieu en 2011. Donc, en 2011, avoir eu plus de milieux humides le long de la rivière Richelieu, on aurait réduit les coûts. On pourrait penser qu'on aurait réduit au moins les coûts de 16 % des dommages liés à ces inondations-là. Je vais vous donner maintenant un exemple. On n'a pas de données spécifiques sur la rivière dans le bassin versant de la vallée du Richelieu, mais on a des données avec plusieurs de mes collègues de l'Université Laval. On a fait des études sur le bassin versant de la rivière Saint-Charles, qui est le principal bassin versant qu'on retrouve dans la ville de Québec. Le lac Saint-Charles, c'est le réservoir d'eau potable de la ville. Et ce qu'on voulait faire, c'est quantifier le rôle, les services écologiques que ces milieux humides-là dans le bassin versant nous rendaient. Je ne parlerai pas de tout, je vais surtout parler des eaux, parce que c'est souvent ce qui intéresse les gens. Et ce qu'on a trouvé, c'est que la présence d'eau dans le bassin versant de la rivière Saint-Charles diminuait de 15 à 26 % les débits durant les périodes de crue. Donc, au printemps, de 15 à 26 % de moins de débit quand on a des milieux humides que quand on n'en a pas. Et à l'été, c'est pas le trop d'eau, c'est pas le seul problème qu'on a au Québec des fois, mais on a aussi des manques d'eau. Et en saison estivale, par exemple, la présence de milieux humides, puisque ça va relâcher l'eau de façon relativement constante, mais lente, ça va permettre d'augmenter les débits en saison estivale de 3 à 20 %. Je me suis amusée à regarder combien de milieux humides il restait le long de la rivière Richelieu. Et ce que vous voyez, le cercle, c'est le site ciblé pour Nordvolt. Et les flèches, ce sont les derniers grands milieux humides d'aussi grands milieux humides sur le long de la Richelieu. En fait, le plus au sud, le plus en amont, l'île Frayère, c'est quand même petit.
C'est quand même assez loin. Et pour avoir des aussi grands milieux humides, il faut aller jusqu'à Sabrevois. Donc, c'est quand même loin. Et plus en aval, il faut aller à Tracy. Donc, ça démontre l'importance de ces sites-là sur le long de la rivière Richelieu. Ici, l'exemple que j'ai voulu vous donner, c'est on a fait, encore là dans le bassin versant de la rivière Saint-Charles, on s'est dit, OK, on a des milieux humides, on a des cours d'eau, mais on a des changements climatiques qui s'en viennent. Mettons qu'on garde tous les milieux humides qu'on a présentement, qu'est-ce que ça va faire en fonction des changements climatiques? Et ce que vous voyez en vert, c'est les dispersions. En fait, ça représente un peu les débits qu'on retrouve à l'heure actuelle. Et ce que vous voyez en bleu, ce sont les débits qu'on voit dans un contexte de changement climatique en 2060-2099. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a beaucoup plus de débits de crues en contexte de changement climatique qu'on avait avant. Si vous regardez la photo de gauche. Et donc, dans le fond, ça veut dire que si on ne bouge pas, rien, qu'on garde tout ce qu'on a présentement, on a un problème de débit avec le temps. Et on s'est dit, OK, c'est beau. Combien de milieux humides qu'on devrait restaurer pour arriver à l'actuel dans un changement climatique? Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est ce que vous voyez en rouge. Et ça, c'est dans un contexte où on restaure 50% des milieux perturbés. Et ce que vous voyez, et oubliez les débits d'étiage, mais les débits de crue, c'est que même si on restaure 50% des milieux humides qui sont perturbés, on ne revient même pas à l'état actuel. Et on a fait l'exercice en restaurant 100% des milieux humides perturbés et on ne revient pas encore. Donc, ça démontre que si on veut garder simplement les conditions actuelles, il faut en créer encore plus. Et donc, toute perte qu'on a, c'est un impact majeur sur les débits des rivières. Les milieux humides, comme n'importe quel écosystème, ce sont aussi des lieux importants pour la connectivité, pour la biodiversité entre les habitats. Quand on parle de connectivité, vous entendez souvent, vous avez souvent l'image d'un corridor. Comme on voit ici, par exemple, les corridors du Mont-Saint-Bruno, les corridors du Mont-Saint-Hilaire. Mais la connectivité n'est pas seulement des corridors. Ça peut être aussi ce qu'on appelle des pas japonais. Et pour certaines espèces, notamment les oiseaux, ces espèces de petits pas japonais sont encore plus importants que les corridors. Et leur importance a été démontrée pour plusieurs groupes, par exemple les carnivores, les oiseaux, les plantes, les arthropodes. Et si vous voyez en rouge comment le site qui est ciblé agit un peu comme un pas japonais entre le corridor du Mont-Saint-Bruno et le corridor du Mont-Saint-Hilaire. Et pour être efficace, on dit qu'en général, les pas japonais doivent être à peu près de 1000 à 2000 pieds carrés. Et ici, on est vraiment des superficies vraiment plus élevées. Les milieux humides, comme les écosystèmes naturels en général, ce sont aussi des écosystèmes qui permettent de créer des îlots de fraîcheur. Vous avez sûrement tous remarqué que quand vous vous promenez en ville, il fait chaud. Il fait chaud parce qu'on est sur des sols qui ont été imperméabilisés avec du béton. Donc, il se crée un effet de serre et on peut augmenter la température quand même de plusieurs degrés. Et ici, vous voyez, c'est la carte de la région. Ce qui est entouré, c'est le site on allait dire le site de Fitzgibbon, mais c'est pas ça, le site de Nordville. Et ce que vous voyez sur la carte en rouge, ce sont des zones où la température est plus élevée que dans les milieux naturels, donc des îlots de chaleur. Donc, si vous habitez dans la zone rouge, il fait plus chaud que dans la zone verte. Et donc, effectivement, ce qu'on voit, c'est que le site est quand même un îlot de fraîcheur. On appelle un îlot de fraîcheur, ce qui est plus bas que les températures. Et la taille minimale d'un écosystème, d'un milieu humide, en fait, dans ce cas précis-là, pour avoir un effet sur les températures, c'est de 1,1 à 1,7 hectares. Je vous rappelle que les sites qui vont être détruits, c'est 13,8 hectares. Donc, ça va avoir un impact majeur sur la température de la région. Généralement, quand je fais une conférence sur les milieux humides, le titre, c'est « Les milieux humides ou comment ne pas se retrouver les pieds dans l'eau ». Personnellement,
Je trouve ça important de conserver les milieux humides et d'avoir les pieds dans l'eau comme mon étudiant ici, plutôt que d'avoir les pieds dans l'eau comme la maison située en haut. Et ça sert à ça, les milieux humides. Ça sert à faire en sorte que vos maisons qui sont près des cours d'eau, bien, notamment, se retrouvent au sec.